Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, depuis 2012, le dispositif Starter accueille à Grenoble des jeunes de 3e en situation de rupture. Il a été créé par Antoine Gentil. Il témoigne de cette expérience dans un livre passionnant. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noirel. L'Anti-Sèche, vous savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est ce week-end la célébration du Nouvel An chinois. La Chine qu'on rencontre à plusieurs reprises dans les programmes scolaires. Toujours avec Brandon Noirel, l'heure de la récré. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se vend à Londres. On peut désormais se faire enterrer près de Karl Marx, à condition d'y mettre le prix. Et puis enfin, rendez-vous avec Sandra Ferreira pour le plateau repas de notre nutritionniste et diététicienne. Il y a parfois des journées mondiales un petit peu fantaisistes. Celle-ci est on ne peut plus sérieuse. Elle est même estampillée Nations Unies. On célèbre ce week-end les légumineuses. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Vous le connaissez déjà, Antoine Gentil, si vous avez vu le documentaire Un bon début qui était sorti fin 2022. Ce documentaire suivait pendant un an le laboratoire qu'il dirige à Grenoble. C'est un laboratoire pédagogique baptisé Starter. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien vous pouvez le découvrir dans le passionnant ouvrage qu'il publie aux presses universitaires de Grenoble. Le titre Classe réparatoire, sous-titre Un chemin pour se réconcilier avec l'école. Antoine, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir de nouveau sur School TV. Vous étiez venu, mais c'était dans l'émission L'école du futur. Super bouquin. On replante quand même rapidement le décor, parce que tout le monde n'a pas vu le docu, même s'il a eu un grand succès. Starter, c'est quoi ? Starter, c'est un dispositif expérimental de l'éducation nationale porté par l'Académie de Grenoble qui propose à des adolescents de 14-15 ans un accompagnement à la rescolarisation, donc redonner du sens à l'école et surtout être sur une période très importante qui est l'année de 3e avec tout l'enjeu d'une orientation comprise, choisie, intégrée, intelligente, etc. 15 élèves dans le dispositif. Et surtout 8 garçons, 7 filles, parce qu'on a la grande fierté à Starter d'avoir, dès le début du projet, dès les premières années, mis en place cette mixité pour ne pas surtout invisibiliser les filles qui tendent souvent à faire moins de bruit quand elles souffrent, mais qui souffrent autant que les garçons. Qui a la priorité ? Comment vous faites pour choisir ? Parce que 15, c'est... alors, c'est beaucoup pour la structure. Alors, heureusement qu'ils ne sont pas 18. Je ne choisis pas. Heureusement, je ne choisis pas. Et mon travail, d'abord, consiste à aller vers... Il faut bien voir que des enfants qui sont des enfants vulnérables, éprouvés, qui du coup sont très éloignés de la scolarité, c'est des enfants, des adolescents, d'abord vers lesquels il faut aller. Et donc travailler dès l'amont en alliance éducative avec des travailleurs sociaux, avec des parents. Et quand je dis des parents, il faut bien entendre des mères isolées, bien fréquemment, bien sûr des collègues de l'éducation nationale. Et dans tout ce travail en amont, on reçoit des élèves et ensuite une commission académique statue sur la base de critères qui sont très réfléchis, très établis et le plus éthique possible. Et c'est cette commission qui choisit la place des parents qui est fondamentale dans le dispositif, même si un certain nombre d'entre eux ont un mal de dingue, voire sont déficients, voire violents, voire etc. Mais vous y tenez, vous dites c'est forcément le socle pour ces enfants. Oui, penser la relation avec les parents, c'est penser l'étayage à la parentalité scolaire. Et c'est au-delà évidemment du partenariat qui doit exister avec les familles. Quand un parent est défaillant, quand un parent est malade, quand un parent est vulnérable, quand un parent est incarcéré par exemple, il reste un parent. Et donc on se doit, en tant qu'institution scolaire, de continuer de travailler avec eux parce qu'ils restent les parents de leur enfant. Vous dites dans le livre qu'il faut distinguer chez ces jeunes les fragilités des vulnérabilités. C'est quoi la différence ? En tout cas, alors je dirais plutôt qu'il faut distinguer dans les vulnérabilités ce qui relève de l'épreuve. Et je trouve que c'est vraiment très très important. Je pense entre autres aux écrits de Guillaume Leblanc, le sociologue, qui marque cette différence entre ce qui relève de la vulnérabilité et ce qu'on doit appeler l'épreuve. Et aller regarder ce qui va produire du traumatisme chez un enfant à partir du moment où l'école reconnaît ses vulnérabilités. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'école doit porter toutes les missions de réparation, mais en l'occurrence, d'abord parce qu'elle est l'institution qui est là pour tous, elle se doit de la reconnaître et du coup, l'expérience Starter
à notre échelle, modeste, expérimentale, elle est de réfléchir à des approches qui vont permettre de tenir compte, de reconnaître des propositions, on porte des propositions pour reconnaître ces épreuves, ces enfants éprouvés. Étrange culture éducative française qui répond au mal-être adolescent par l'exclusion, écrivez-vous dans le livre. Là, en quelques minutes, vous avez 3 fois au moins fait référence au service public. Vous l'avez fait au tout début en disant c'est une expérience de service public. Ensuite, vous l'avez fait quand, sur le choix des élèves, vous dites qu'il y a une commission académique. Là, vous venez de le faire à l'instant. Ce sont aussi les enfants de la République. On a un système qui marche un peu sur la tête malgré tout. Alors, pas totalement, puisqu'il permet à Starter d'exister, mais quand même. En tout cas, on a un système, et quand je dis système, je ne réduis pas le système à l'éducation nationale. Hein. Et je crois que c'est actuellement, je ne suis pas le seul à penser qu'il faut vraiment penser en termes de système plus global autour de la question de l'enfance. C'est assez simple. Je crois que tous les ans, il y a 80 000 enfants qui sont exclus des collèges. C'est énorme comme quantité. Qu'est-ce qu'on fait autour de ces enfants ? Et je pense que le livre et bien sûr l'expérience que je mène avec mes formidables collègues de l'équipe Starter, je pense qu'on fait quelques propositions autour de ces enfants et particulièrement ce qu'on nomme les poly-exclus. Parce qu'il y a des poly-exclus. On va en parler, Antoine Gentil, après. L'Anti-Sèche, classe réparatoire, un chemin pour se réconcilier avec l'école. C'est aux presses universitaires de Grenoble. Mais pour l'heure, l'Anti-Sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ce 8 février, vous allez nous emmener en Chine, puisque samedi, ce sera le début de la traditionnelle fête du Nouvel An chinois. Vous allez nous raconter son histoire et l'histoire de cette coutume. Oui, c'est pas forcément dans les programmes scolaires, mais la Chine, on en parle partout, en histoire de l'art, en français, donc c'est intéressant d'en parler. On connaît souvent très peu son histoire également, notamment en Occident. Donc ce Nouvel An chinois qu'on appelle également fête du printemps, pourtant la fête se passe en hiver, donc c'est assez paradoxal, mais parce qu'en 1912, lorsque la toute nouvelle République chinoise prend ce calendrier grégorien, notre calendrier à nous, elle a voulu garder son nom d'origine car à l'époque cette fête se passait au printemps. Donc c'est l'une des fêtes les plus importantes en Chine. Elle est également célébrée dans de nombreux pays, en Asie, au Vietnam, en Corée du Sud. On la retrouve également à Hong Kong ou en Indonésie, en Malaisie. Donc 2 semaines de fête. Vous le savez sans doute, cette date du Nouvel An varie d'une année à une autre. L'an dernier, c'était le 22 janvier pour le début. L'année prochaine, ce sera le 29 janvier. Alors selon la légende, à l'origine, il y a un homme, un monstre qui s'appelle Nian, ça veut dire année en chinois. Et lui, il vit dans les montagnes chinoises, pas loin du Tibet. Il descend chaque année dans les villages pour dévorer les cultures, les bétails de toute la population. Il dévore également les villageois et surtout les enfants. Alors évidemment, ça pose problème pour cette population qui a très peur. Un vieil homme arrive un jour, un sage. Il dit aux habitants de pendre des lanternes rouges, de faire du bruit et d'utiliser des pétards parce que, soi-disant, selon ce vieil homme, le monstre a peur du bruit et du rouge. Donc la population suit les conseils du vieil homme et on réussit à chasser Nian. Et c'est pour ça que quand on voit les défilés du Nouvel An chinois, on voit des décorations rouges, des feux d'artifice, des défilés avec des dragons très impressionnants, des lions. Vous le faites très bien, le dragon. Je fais le dragon, ouais. J'ai vécu dans le 13e arrondissement, donc j'ai appris à faire le dragon. Tout ça dans le but de chasser les mauvais esprits et commencer l'année sous les meilleurs auspices. Est-ce que vous savez quel est l'aliment le plus consommé durant ce Nouvel An chinois? Aucune idée. Si je vous dis jiaozi, ce sont les raviolis chinois. D'accord. Voilà, c'est l'aliment le plus consommé. Alors en fait, selon l'origine, la dynastie Han, donc 206 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ, on a un médecin qui invente ces raviolis pour protéger la population du froid extrême. Et ces raviolis, à l'époque et encore aujourd'hui, protègent pour la longévité, pour la prospérité. Donc ils sont extrêmement consommés. Fête qui est également célébrée par la diaspora chinoise. Oui, totalement. Notamment aux États-Unis, une fête l'une des plus importantes aux États-Unis, à San Francisco. On a des milliers de personnes qui se rassemblent, chinois, mais pas forcément que des populations chinoises, du 4 coins des États-Unis. On les retrouve également un peu partout à l'étranger. Et là, on fait la fête. Cette fête est très ancienne, l'une des plus anciennes sur le continent américain, 1858. Et donc, on la doit à cette communauté chinoise. Chaque année, il attire des milliers de visiteurs cette fête, des fêtes un peu partout. Même en Afrique, d'ailleurs, on retrouve une communauté chinoise très de plus en plus importante. Oui, ces dernières années. On l'a. Et donc, chaque année, ce Nouvel An chinois est également associé à l'un des 12 animaux du zodiaque chinois. 2024, c'est le dragon.
ça tombe bien. Ok. Vous connaissez votre signe du signe Mon signe chinois. Votre signe du zodiaque chinois. Mon signe chinois est le coq. Et moi, c'est le chien. Ah bah Et d'accord. vous? Eh ben non. Eh ben, aucune idée. Marine Plantek, je crois que c'est le tigre. Voilà. Elle Alors, nous si bat. vous voulez le connaître, votre signe chinois, vous faites attention parce qu'il y a des parallèles qui sont faits avec les années, mais quand vous êtes né entre le 1er janvier et le réveillon chinois, il faut prendre l'année d'avant pour avoir l'animal. Et c'est le cas de Marine Plantek qui a Par fêté son exemple. anniversaire il y a quelques Exactement. jours. Bon anniversaire On redit encore. Bon anniversaire. Merci beaucoup, Brandon. Je sens venir la vie avec encore plus de peur. Toutes les connaissances qu'il faudra acquérir, tout le mouvement qu'il faudra se donner pour trouver une place vide au milieu du monde, tout cela m'effraie. Enfin, je suis fait pour vivre, je ferai de mon mieux. Il me semble ensuite que dans cette science qu'il faut acquérir, dans cette lutte avec les autres, dans cette difficulté même, il doit y avoir un plaisir, extrait d'une lettre de Charles Baudelaire à sa mère en 1838. Il a alors 17 ans et je l'ai tiré cet extrait de Classe réparatoire, le livre d'Antoine Gentil qui vient de sortir aux presses universitaires de Grenoble. Starter, vous l'avez dit, repose sur des alliances éducatives, sur l'idée de casser les silos. S'il faut les casser, c'est quand même qu'ils sont solides. Ça, on peut le dire. Je pense que oui, et à tous les niveaux, du coup, il faut les casser. Il faut les casser au moment, en effet, on en parlait tout à l'heure, où on va étudier des situations, repérer, faire du repérage, de la prévention. Et puis également, une fois qu'on est dans le vif de l'action, de la relation, et autoriser les institutions partenaires à venir travailler avec. Et en particulier, quand je pense aux collègues de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, malheureusement, notre histoire institutionnelle fait qu'on a eu trop tendance, je pense, à apprendre à travailler chacun de notre côté. Et à découper un peu l'ado en tranches de saucisson. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il relève de l'ASE, et puis ensuite, paf, on le remet dans le collège, il relève du collège, qui communique comme il peut ou pas oui, et par exemple, avec l'éducateur, et ensuite il retourne oui, tout à dans fait. un foyer, etc. Il n'y a pas pensé la temporalité, par exemple, à se dire qu'un jeune qui va être, par exemple, arrêté en garde à vue parce qu'il a commis des passages à l'acte, va le lendemain revenir à l'école alors qu'il est attendu par son éducateur une semaine ou 2 semaines plus tard, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment un problème de continuité, oui. Vous définissez votre métier comme celui de quelqu'un qui sait improviser dans un cadre, ce qui ne doit quand même pas être totalement évident, encore que 2 piliers de la réussite, dites-vous, créer un lien de confiance et donner du sens aux apprentissages. Le lien de confiance, il repose sur une promesse qu'on voyait bien dans le film d'ailleurs, qui, je la résume, est une promesse faite aux jeunes en disant « je te laisserai jamais tomber. Tu peux même faire les pires horreurs, je ne te virerai pas ». C'est l'indéfectibilité du lien. C'est ça. Tout à fait. Alors, dans le cadre d'un engagement qui relève d'un parcours avec un début et une fin, puisque je suis enseignant. Mais par contre, en effet, sur cette temporalité-là, je m'engage à un lien indéfectible d'accompagnement, et plus tu me montres que tu vas pas bien, plus je serai là pour t'aider. Vous procédez en suivant un certain nombre de mantras. Il y en a pas loin d'une dizaine. Je veux bien qu'on les déroule parce que je trouve ça génial. C'est pas le niveau de départ qui compte. Oui, alors, je parle de mantra parce que un temps très fort est le premier entretien. C'est ça. L'entretien d'arrivée, l'entretien initial. Et c'est vrai que cet entretien initial commence dans son premier tiers par un moment où j'accueille l'élève et je commence à l'accueillir en lui parlant de moi et de mes principes. Et en effet, mes principes, je dis, c'est des mantras. C'est-à-dire ce premier principe qui est de dire, c'est pas le niveau de départ qui compte, est-ce que tu sais ce qui compte? Tu es qui tu es et comme tu es. Tu es et comme tu es, bien sûr. Oui. Et après, je m'appuie toujours sur l'expérience passée, puisque je trouve qu'avant de m'occuper de Starter, j'ai été enseignant en prison. En milieu carcéral. Et je leur dis, tu sais, quand j'ai travaillé en milieu carcéral, je pense que j'ai vu des personnes qui avaient vraiment des niveaux, je ne verrai jamais aussi faibles scolairement comme niveau. Et pourtant, j'ai vu parmi ces élèves-là des élèves qui se sont mis à travailler, à réussir. Donc, ce n'est pas le niveau de départ qui compte. Je saute, mais je le mentionne quand même, chacun sa route, chacun son chemin, pour aller directement à « il n'y a pas de problème de comportement ». Alors vous avez quand même affaire, on le voyait dans le film et vous le racontez dans le bouquin, il y a plein de témoignages. Je voudrais d'ailleurs le dire, insister là-dessus dans le livre, il y a du témoignage, de l'analyse, du récit, il y a plein de choses dans le bouquin. Oui, il n'y a pas de problème de comportement. Alors, je le dis de façon un peu provocante, ça, parce que c'est ce qu'ils ont entendu depuis qu'ils sont à l'école quasiment, ces enfants et ces adolescents. Et donc, ce que je leur dis... en tout cas, ici, à Starter, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que le comportement ne doit pas être un problème. Ce qui va compter, c'est les causes de ton comportement. Et donc, on va à la fois
dans la façon dont on est tous les jours au portail pour te dire bonjour, être attentif à ce que le comportement ne soit pas un problème. Oui, vous cherchez en permanence le regard, savoir, vous demander si vous avez l'impression que ça ne va pas bien. Voilà, les signes de mal-être qui ne vont pas s'énoncer clairement, mais qu'il va falloir détecter. Et puis ensuite, je leur dis, écoute, notre travail, ça va être d'agir en reprise éducative, donc de venir te parler quand on sent que quelque chose ne va pas. On n'est jamais seul dans ces recherches de stage, je pense que c'est clair, et on peut toujours demander à quoi sert un travail scolaire. Ça, c'est unique au collège. À quoi ça sert? Ça sert à rien, monsieur. En tout cas, c'est vrai que je pense que c'est un engagement que je prends et dès l'arrivée, en leur disant, tu as toujours le droit de venir me demander à quoi ça sert. Et comme tu peux le remarquer, je suis un peu bavard, je ne peux pas de te convaincre parce que tout ce que tu fais avec nous doit servir à quelque chose. Et ça sert à quelque chose. Eh bien sûr. Et on va le voir dans la dernière partie de l'émission, parce que ça ne marche pas à tous les coups, c'est pas magique, ça se saurait. Mais il y a un certain nombre de très belles réussites. On retrouve Antoine Gentil juste après la récré, Brandon Noiret. Alors, je ne sais pas si c'est le Nouvel An chinois qui vous a inspiré, le communisme, le marxisme, mais en tout cas, vous nous emmenez de l'autre côté de la Manche, à Londres, près de la tombe d'un homme célèbre. Et oui, c'est notre partenaire, le groupe Playback, qui nous dévoile cette petite histoire dans son journal L'Écho du 2 février. Regardez cette une. Alors, le journal nous emmène tout près de la tombe de Karl Marx, ce philosophe, cet historien, sociologue, qui est né en 1818 à Trèves et est mort à Londres en 1883, auteur du Capital en 1848, qui a inspiré les plus grands dictateurs du monde entier. Alors lui, il repose au cimetière... Pas que les dictateurs, quand même, sur le Capital. Pas que les dictateurs. Surtout les dictateurs. Bon, pas que. Mais surtout, en tout cas, inspiré les dictateurs. Ne partons pas dans un débat. Donc oui, il repose au cimetière londonien de Highgate. Donc c'est un lieu extrêmement touristique à Londres. On peut voir la tombe de George Michael, mais aussi surtout la tombe de Karl Marx. Alors déjà, pour voir cette tombe... Pour juste voir cette tombe, c'est payant environ 4 livres sterling, 5,50 €. Les autres tombes, c'est gratuit. Donc ça, c'est une chose. Alors qu'est-ce qui fait polémique depuis quelques jours? Mais oui, pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, on peut reposer depuis quelques jours auprès de Karl Marx. Avant, la tombe était assez isolée. Maintenant, le cimetière a fait de nombreux aménagements et il y a environ une vingtaine de places autour de cette tombe. C'est un peu paradoxal. Il ne suffit pas de demander. Oui, exactement. Il faut sortir le carnet de chèques. Déjà, c'est paradoxal parce que la tombe, elle est assez discrète, dans un emplacement très isolé, mais on a ce buste géant avec cette inscription écrite prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Voilà, et là c'est plutôt la désunion que va provoquer cette décision du cimetière. Donc oui, il faut sortir le carnet de chèques. On parle de 29 000 €, environ 25 000 livres sterling. Et il y a de nombreuses associations, des pétitions qui ont été lancées un peu partout en Angleterre et même en Allemagne pour dire à ces dirigeants du cimetière de revenir sur leurs décisions. Bon, peut-être que Karl Marx s'est depuis retourné dans sa tombe. Ça va monter les tarifs si vous le ressuscitez. Merci. Cas polémique. Merci beaucoup, Brandon. Grand oral. Classe réparatoire, c'est à la fois un récit, celui de l'épopée des classes starter, de la classe starter, un recueil de témoignages parce que les jeunes ont souvent la parole sous forme de verbatim, et puis c'est encore un essai sur l'éducation qui regorge de références à des travaux de recherche. Bref, c'est un super livre qui vient de sortir aux presses universitaires de Grenoble sous la plume d'Antoine Gentil. Vous avez commencé, par enseignant en prison, et vous dites de votre expérience, de votre longue expérience avec ces publics, qui ne sont quand même pas des publics évidents, si on se prend pour un héros ou pour un saint, on ne tient pas une semaine. Ah bah oui, ça c'est vraiment un préalable. Le mythe du sauveur est à balayer à partir du moment où on s'engage dans cette voie d'une manière professionnelle. Parce que ces jeunes, on les accompagne. Je vais le dire d'une façon la plus simple possible, c'est qu'on vient agir sur les déterminismes sociaux qui sont massifs, qui sont des vraies marées noires, et on vient à cette zone de contact qui est là entre le déterminisme et puis ce qui relève des ressources personnelles, des décisions, du libre arbitre, et donc de la reconnaissance de soi, de l'estime de soi, de la projection, et ça, bien malheureusement, parfois, c'est balayé par un nouveau traumatisme, etc. Donc voilà, il faut être humble. Ceci dit, ça n'empêche pas de structurer des accompagnements professionnels, sérieux, solides,
autour de ces jeunes qui en ont besoin et qui le méritent. Vous êtes, Antoine Gentil, aussi un gros lecteur, hein. Il y a énormément de références à des travaux de recherche. Il y a Guagou, Bonnery, Martin Dehaene, Boimard, Stigler, je ne cite pas tout. C'est très important de se nourrir des travaux de la recherche. Ah oui, moi Vous n'envisageriez pas les choses autrement? Ben non, j'envisage pas ça, et je remercie même ces auteurs parce qu'ils m'ont nourri depuis 20 ans, puisque ça fait 20 ans que je suis enseignant spécialisé. Alors j'accueille des stagiaires souvent maintenant en formation, et je leur dis faut pas évidemment tout vouloir lire en même temps, et penser depuis son expérience, c'est essentiel, mais on peut pas penser sans apport, sans se nourrir d'apports fondamentaux. Vous parlez de Bernard Stiegler, il m'a énormément marqué, par exemple. C'est vraiment quelqu'un sur la question numérique qui est aujourd'hui vraiment un passage obligé quand on pense à l'adolescence, quand on veut penser à l'adolescence. La question des pratiques numériques sans connaître Bernard Stiegler, à mon avis, c'est compliqué. C'est de la vraie bonne philo, puisque Stiegler est décédé avant que TikTok ou Snapchat ou etc. embarquent toutes ces générations-là. Mais vous, ça vous sert vraiment? Est-ce que l'éducation nationale forme suffisamment ces enseignants, ces jeunes enseignants, tels que ceux que vous accueillez? Vous avez un souvenir contrasté de vos années de formation quand vous en parlez. Il y a des trucs chouettes, il y a des trucs... Le livre me permet de rendre hommage à des personnes qui m'ont nourri. Je pense que j'ai vraiment appris, et en particulier, je crois que c'est très important de reconnaître ce que nous apportent des collègues qui étaient là avant nous et qui nous reçoivent dans leur classe. Voilà, donc je rends hommage à plusieurs collègues. Ensuite, je pense qu'il y a des impensés dans la formation aujourd'hui qui s'imposent un peu d'eux-mêmes si on regarde les problématiques éducatives, et je pense particulièrement à ce qui relève de la relation éducative. Quand on parle d'empathie méthodologique, on peut parler d'hospitalité, et tout ce qui relève des microtraces d'hospitalité, toute cette question de l'accueil, de ce qui se joue aux marges des établissements scolaires, de la question aussi de ce qui va permettre de donner du sens aux apprentissages. Enfin, voilà, on a énormément... On considère que c'est un peu évident parce que finalement les, entre guillemets, bons élèves se comportent de manière assez spontanée comme l'institution l'attend, et sauf que ça ne marche pas, exclu. Ça accroît l'exclusion, en fait. Oui, en effet. Et puis, la question de se poser, à se poser souvent, c'est est-ce que l'élève est en condition de l'être? C'est ça. Enfin, est-ce qu'il est en condition d'apprendre, en condition de devenir élève. Et aujourd'hui, c'est souvent une question prépondérante. Une proviseure de lycée professionnel vous a dit au début de votre carrière, est-ce que tu comprends que ta mission, ça va être de casser des rêves? Alors, et ça, vous ne l'avez pas vraiment digéré. Je lui en veux pas forcément. Non, mais vous n'êtes pas d'accord. Peut-être qu'elle le faisait de façon un petit peu provocante. Pour vous provoquer. Mais ceci dit, c'est vrai que quand j'ai monté le projet Starter, j'ai entendu cette phrase et elle m'a marqué parce que je pense qu'elle posait simplement la question de dire mais ces élèves qui vont mal, ces élèves qui sont loin des systèmes, qui sont un petit peu disqualifiés, on doit les conduire vers des métiers en tension et des formations courtes, etc. Or, voilà, je pense qu'on peut défendre une autre proposition autour de ces adolescents qui traversent des existences difficiles. C'est de tout simplement les réparer, les reconstruire et de travailler à ce qu'ils puissent aussi se relancer et avoir de l'ambition. Et je pense que là, pour le coup, les contacts que j'ai avec mes anciens élèves me prouvent que j'avais pas tout. Et voilà. Et on en recroise plein dans le bouquin. On en recroise aussi certains pour qui ça s'est pas forcément super bien passé après, aussi, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Néanmoins, soit vous êtes un communicant de génie, le film nous ment, tout le monde ment et Starter marche pas, mais en fait ça a quand même l'air de bien marcher. Ça fait plus de 10 ans. Vous avez redit en début, c'est un dispositif expérimental. Il n'y a pas un moment où l'expérience, on peut un peu l'étendre, la reproduire? Pourquoi, si ça marche à ce point-là, il n'y a pas des classes Starter partout en France? Bonne question. Oui, bonne question. Après, je l'ai quelquefois entendu quand même, là, puisque je viens de faire 110 séances accompagnées du film, donc elle arrive à chaque fois après le film. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la vertu d'un dispositif expérimental, d'abord, c'est d'essaimer, et ça, pour le coup, on le fait, et on fait beaucoup de communication, de formation à partir de l'expérience. Donc, d'une certaine façon, on contribue, et peut-être que c'est très très bien de pouvoir agir sur le système, et peut-être pas forcément de multiplier les starters. Ceci dit, le modèle est là, il est disponible. Et disons que j'ai quand même été contacté de nombreuses fois pour des expériences qui naissent du terrain, des initiatives qui sont un peu comparables. De terrain, voilà, qui sont un peu comparables. Et je suis disponible, je le redis, pour toute volonté de reproduction du modèle, puisqu'on est prêt.
Bon, super. Et au lieu de s'occuper des classes préparatoires, comme on l'a encore fait récemment autour de l'Académie de Paris, occupons-nous des classes réparatoires, comme de starter expérimental depuis 2012. Je donne un chiffre quand même, qu'il y a plus de 300 000 enfants qui sont placés. Alors tous ne relèvent pas forcément d'un dispositif, mais qui relèvent de la protection de l'enfance en France aujourd'hui. On avait accueilli Jacques Trématin, qui est éducateur spécialisé il n'y a pas longtemps du tout dans la quotidienne, on en parlait. Et voilà, entre 15 d'un côté et 300 000 de l'autre. 370 000 enfants relevant de la protection de l'enfance, si on rajoute la PJJ. C'est ça. Et 15 500 de moins de 15 ans. Donc il y a quand même moyen peut-être de faire essaimer avec un peu plus que la seule énergie formidable. Mais quand même, Antoine Gentil, vous restez avec nous. Vous avez vécu une nutritionniste il n'y a pas longtemps. Oui, et nous, on en a une dans l'émission. On l'accueille toutes les semaines. Brandon, merci beaucoup. Plateau repas, Sandra Ferreira. Sandra Ferreira, comme chaque semaine, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre diététicienne et nutritionniste qui célèbre cette journée internationale des légumineuses qui aura lieu samedi 10 février. Elle existe depuis, pour une fois, c'est une vraie journée qui existe, on est sûr, ça n'a pas été inventé par la restauration rapide ou par je ne sais qui essaie de vous vendre des trucs. C'est les Nations Unies. C'est une vraie journée qui a été inventée il n'y a pas si longtemps, ça date de 2016. Donc c'est l'ONU qui a mis ça en place pour justement montrer l'importance des légumineuses dans le cadre du développement durable, ce qui est plutôt pas mal. Et puis ensuite, l'Assemblée générale des Nations Unies a vraiment proclamé le 10 février la journée internationale des légumineuses. Légumineuses, je vais y arriver. Oui. Légumineuses et pas juste légumes parce que c'est pas... Légumineuses ou légumes secs d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Plus facile à prononcer. Ouais. Légumes secs, en fait, c'est une plante dont le fruit est une gousse. Donc on obtient des lentilles, des haricots secs. C'est plus riche en sucre. On est proche au niveau des valeurs nutritionnelles des pâtes ou du riz. En revanche, ça a d'autres bienfaits dont on va parler après. Les recommandations nutritionnelles pour la consommation, l'idéal c'est 10,4 kg de légumes secs par personne et par an. Sauf que nous, les Français, nous sommes à 1,7 kg de légumes. Je croyais que vous alliez le faire en devinette. Non, je l'ai pas fait. Et donc, c'est plein de bénéfices santé. Lesquels ? Eh bien, la première chose, c'est que c'est très riche en nutriments et surtout en protéines. Et les protéines, ça va être intéressant surtout dans les régions où la viande est peu accessible ou pour des questions économiques ou pour des questions géographiques. Super, ça, premier c'est déjà pas mal. bénéfice. Deuxième bénéfice, c'est très riche en fibres. Donc les fibres, c'est bon pour le transit intestinal, mais c'est aussi bon pour la prévention des cancers et des cancers colorectaux précisément. Donc c'est pas mal. Excellent, surtout pour l'homme passé 50 ans. Exactement. Voilà. Et le troisième bénéfice, c'est sur le fameux plan de préservation de l'environnement, ce qui avait motivé l'ONU à faire cette journée internationale, parce que, premièrement, les légumineuses ont besoin de moins d'eau que les autres cultures. C'est déjà pas mal. Bien. Et surtout, ça lutte contre l'appauvrissement des sols parce que ça n'a pas besoin d'engrais azotés. C'est Génial. autosuffisant. Donc c'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est vraiment les stars des enfants, les légumineuses ? Pas sûr non plus. Non, c'est pas la star des enfants. En général, c'est une question d'habitude. Il y a des familles où c'est une consommation régulière, donc les enfants connaissent très bien. Je rappelle d'ailleurs que l'introduction des légumineuses chez l'enfant, c'est à peu près vers l'âge de 10 mois, en fonction de la tolérance digestive, et après 2 fois par semaine, sans aucun souci. Donc n'hésitez pas, chers parents. Et puis pour les rendre plus attractives, rien de tel que la présentation et les couleurs. Et ça tombe bien, parce que les légumineuses, c'est multicolore. Eh bien, c'est multicolore. On n'oublie pas, oui, il existe les lentilles marron qui donnent parfois pas très envie, mais elles existent en corail, en jaune orangé. Les haricots. On a aussi les haricots qui peuvent être rouges, qui peuvent être noirs, qui peuvent être blancs. On fait un petit trio, on met tout ça dans l'assiette, c'est plutôt sympa. Et puis les graines de soja qu'on consomme pas forcément beaucoup, mais qui existent et qui ont l'avantage d'être jaunes et vertes. Donc on a le choix. Ok, et puis il y a des astuces, on peut planquer un peu. On peut planquer un peu aussi. On peut planquer de plusieurs manières. La première chose, c'est que, par exemple, un enfant adore les pâtes. On est d'accord, ça, on va pas se mentir. Mais si on fait pâtes, lentilles et légumes, là, c'est plutôt pas mal. Tout est mélangé, donc au pire, au mieux je dirais même plutôt, il verra pas qu'il y a les lentilles mélangées avec les pâtes, et au pire, ça va être un peu compliqué de tout trier. Oui, on retient lentilles par lentilles, il va en manger un petit peu. Il va finir par en manger. Ok, et alors là je spoil, mais on peut utiliser les légumineuses dans des desserts sucrés, et regardez-moi ce dessert de pré-Saint-Valentin, de post-anniversaire de Marine Plantek, enfin un espèce de truc dingue. Un truc dingue, et oui, on peut les cacher, entre guillemets, dans les desserts. Pourquoi je dis cacher, entre guillemets ? Parce que le but, c'est pas de
bluffer votre enfant, de l'arnaquer, parce que ça ne va pas jouer sur l'éducation nutritionnelle. Ça, c'est fait avec des haricots rouges. Vous allez goûter juste après. Vous Antoine allez voir que c'est un grand enfant. Il est super convaincu. Très envie de goûter. Donc l'enfant ne va pas avoir conscience qu'il en mange. En revanche, ça va être bien pour la diversification, pour lui apporter des fibres s'il n'a pas tendance à en manger. Il existe aussi des petits biscuits aux haricots blancs. J'ai pas fait ça aujourd'hui. J'ai fait donc là, tout simplement, il y a des haricots rouges, il y a un tout petit peu de lait, il n'y a même pas de beurre dedans. J'ose même pas le découper. Allez-y. En fait, c'est texture brownie. On ose. Je coupe le cœur. C'est texture brownie. Donc c'est assez friable. Vous y allez ? Vous avez le droit de dire la vérité. Normalement, vous devriez dire c'est bon. Allez-y, Emmanuel. Je le dis, c'est bon. C'est bon. Non, pour de vrai. Quoi, c'est spontané. C'est presque l'heure du goûter. C'est super bon. Bravo encore pour nous régaler. Et en plus, on est en pleine forme. Merci beaucoup, chère Sandra. Vous avez accueilli une nutritionniste ? Oui. Et donc, je suggère qu'on fasse des tacos aux légumineuses, puisque on s'est rendu compte, c'était passionnant parce qu'elle a mené tout un tas d'enquêtes sur l'alimentation des ados, et c'était super. Sacrément fort. Allez, il casse tous les silos, classe réparatoire. Antoine Gentil, lisez le bouquin. C'est vraiment, ça se dévore, comme un essai, comme un roman. C'est absolument passionnant. Sandra, merci beaucoup. On va vite se retrouver en coulisses pour déguster ce gâteau avec toute l'équipe que je remercie également. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie, assistée par Thibaut Goury-Lafont au son, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous retrouvez La Quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.